Punchline, 18h-19h, Élodie Huchard sur CNews et Europe 1. De retour pour la dernière partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je suis toujours accompagnée de Vincent Roy, Jean-Christophe Couvi, Régis Le Sommier, Jacques Morel et Sandra Buisson du service police-justice nous a rejoint. Bonjour Sandra. Bonjour. Je le disais avant la pause, c'est un jeune garçon de 12 ans, originaire de Sochaux, qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Montbéliard. Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on lui reprochait et ce qu'on sait maintenant un peu plus de l'affaire, s'il vous plaît? Alors, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Ce jeune garçon de 12 ans, il a expliqué qu'il a commencé à regarder des contenus djihadistes à la fin 2023 et ça a été en s'accentuant en 2024, des contenus extrêmement violents, des vidéos de massacres, de tueries. Le procureur a rappelé à l'audience cette quantité de vidéos qu'il a qualifiées d'abjectes, plus de 1700 vidéos et systématiquement des références à la propagande salafo-djihadiste. Il allait même jusqu'à demander à ses contacts sur les réseaux sociaux de lui envoyer du contenu de ce type. On sait qu'il était tellement perméable à cela qu'il s'était donné des images de profil ou des pseudos, par exemple en référence à un homme qui a perpétré un attentat aux États-Unis, où il avait sur un réseau social le profil noir du cavalier noir, en référence effectivement au salafo-djihadisme. Alors, il a été déclaré coupable par le juge des enfants parce qu'il a estimé, ce juge, qu'il était capable de discernement. Vous savez que en dessous de 13 ans, il y a une présomption de non-discernement, conformément aux réquisitions du procureur. Donc, il a estimé qu'il était capable de comprendre la gravité de ses actes. Ils se sont appuyés, ces magistrats, sur les conclusions du psychiatre. Le médecin a noté une altération du discernement de ce jeune garçon, mais pas une abolition. Donc, il avait une conscience assez nette du caractère répréhensible des faits, a dit le spécialiste. Le médecin qui a aussi souligné qu'il était très vulnérable psychologiquement et que c'était un terreau pour radicaliser les plus jeunes. Il a des troubles du développement avec retard du langage depuis l'enfance. Il a eu une difficulté d'adaptation au collège et puis un vécu très négatif de solitude et d'hostilité en relation donc avec ces troubles qu'il a depuis sa jeunesse. Et maintenant, Sandra, quelle suite alors pour ce jeune garçon qui a 12 ans, on le rappelle? Alors, le procureur a noté à l'audience qu'il avait commencé à évoluer puisqu'il est placé depuis son interpellation fin juin. Donc, il est placé dans une structure de la protection judiciaire de la jeunesse. Le procureur a noté qu'il avait évolué par rapport aux faits, qu'il était moins détaché, qu'il avait fait un travail sur la gravité des contenus. Il a expliqué aujourd'hui dans une conférence de presse, le procureur, que ce jeune garçon, avec des mots d'enfant, a reconnu que c'était mal, que ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Il a expliqué qu'il s'est d'abord interrogé sur l'islam, qu'il a fait des recherches, qu'il est tombé sur des contenus qui l'ont poussé à aller dans des groupes de discussion, sur des messageries cryptées. Là, on a parlé radicalisation et puis il n'a pas perçu tout de suite le caractère répréhensible. Il a dit, et je cite le terme employé, qu'il s'était senti embrigadé par des internautes qu'il ne connaissait pas et que de fil en aiguille, il était arrivé sur ces visionnages de tueries de masse. Alors, il y a un gros travail là qui va être fait sur son sentiment de solitude, d'hostilité. D'ailleurs, il est placé jusqu'à l'audience où sera fixée sa sanction éducative dans 7 mois. Il est placé toujours dans cette structure de la PJJ. Et d'ici 7 mois, donc, le juge décidera de la sanction éducative à lui attribuer. Alors, il n'encourt pas de peine de prison puisqu'il a moins de 13 ans. Parmi les mesures éducatives, il peut y avoir des modules d'insertion, de réparation, des interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes. Et ça peut aller jusqu'au placement, le placement qui est en place provisoirement. Merci beaucoup Sandra Buisson, Jean-Christophe Couvi. On parle malheureusement souvent du danger des réseaux sociaux. On a malheureusement là un exemple parfait. Effectivement, Sandra le disait, avec des mots d'enfant quand il explique ce qui s'est passé parce qu'il a 12 ans, mais il tombe sur un certain nombre de comptes et on sait aussi comment c'est fait avec l'algorithme. Plus vous regardez ce genre de compte, plus vous n'avez rapidement que ça, et un embrigadement qui est facile dans un esprit qui n'est pas entièrement formé. Il n'a que 12 ans, où l'esprit critique n'est pas encore extrêmement développé et qui, malheureusement, on voit déjà où il en est. Il n'a que 12 ans. Oui, en fait, c'est la stratégie, la toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il y a un engrenage. Systématiquement, ces personnes-là ont une faille. Déjà une faille narcissique ou alors une faille affective.
Et on voit bien que là, par exemple, c'est un enfant particulier, donc qui est isolé, qui est seul, qui n'est pas vraiment comme les autres. Et donc, du coup, on arrive à le détourner, on arrive à lui dire, mais non, au contraire, toi, tu as de l'importance. Quelque part, tu es l'élu. Et maintenant, on va t'expliquer tout ce que tu vas voir. Et on n'a pas le problème des réseaux sociaux, c'est que ces gamins, en fait, on vous picore le cerveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de prendre la hauteur nécessaire. Ils n'ont pas cette maturité pour dire, voilà, ce qu'on montre là, c'est peut-être des bêtises, c'est peut-être des fakes. Ils prennent tout pour de la réalité. Et en fait, le réseau social vous met dans votre bulle. Vous êtes dans votre chambre, avec votre téléphone portable, etc. Vous êtes dans cette bulle. Vous êtes en confiance. Vous êtes tout seul, isolé. Et là, on peut vous matraquer le cerveau. Et quand vous avez justement cette aptitude à prendre du recul sur les choses, à peser, à aller chercher par vous-même, à réfléchir et à démontrer que ce qu'on vous montre, c'est faux, vous pouvez vous en sortir. Mais à chaque fois, ce sont des cibles parfaites. Et c'est cet embrigadement qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas cette faculté. Ces gamins, moi, c'est 12 ans. Mais 12 ans, mais comment... Alors après, on va blâmer les parents. On va dire comment ça se fait que les parents n'aient rien vu. Comment ça se fait que... Mais tous les gamins aujourd'hui, malheureusement... ou les 3/4 de 11, 12 ans, je les vois, moi, avec des téléphones portables. Ils sont seuls devant leur écran. Toute la journée, se nourrir de TikTok et autre chose. Mais on le dit aux parents, nous, en tant que policiers, au secours. Au secours. Arrêtez, ces téléphones portables et arrêtez de regarder ce que vos gamins consomment, regardent et visionnent. C'est important. Et surveiller. Je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Alexandra Aurilizine. Vous êtes avocate pénaliste. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que on s'interroge là sur le rôle des réseaux sociaux parce qu'on se dit comment est-ce possible qu'un enfant de 12 ans soit déjà à plus de 1700 vidéos consultées, qu'il demandait à ses contacts de lui envoyer du contenu. Donc on voit à quel point cette idéologie, via le biais des réseaux sociaux, finalement, a pris beaucoup de place dans sa vie et à quel point, finalement, il se retrouve aujourd'hui dans une situation déjà très compliquée pour un petit garçon, finalement, j'allais dire qu'il est aujourd'hui. Oui, et malheureusement, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et il y a beaucoup de mineurs qui peuvent consulter librement du contenu qui est pourtant non approprié à des jeunes enfants qui sont des personnes qui ne sont pas encore construites et sur qui justement cette propagande soit djihadiste ou en tout cas terroriste peut avoir une influence très très néfaste. Et effectivement, maintenant, on voit que l'enjeu pour ce jeune homme de 12 ans, c'est aussi les mesures éducatives, parce qu'on se dit, à 12 ans, c'est encore très jeune. Certes, il est allé loin dans cette idéologie, mais maintenant, le but, c'est de faire en sorte qu'il soit pris en charge, j'imagine, par des services compétents pour pouvoir justement le remettre, entre guillemets, dans le droit chemin, si j'ose dire. Oui, et heureusement, la justice des mineurs, son objectif essentiel, au-delà de la répression, elle a un objectif éducatif. Et heureusement qu'un jeune de 12 ans, on va pouvoir le prendre en charge, on va pouvoir l'encadrer. Et effectivement, je pense que ce jeune a des failles, indiscutablement, qu'elles soient psychologiques ou éducatives, auxquelles on va devoir pallier. L'État va devoir endosser un rôle qui, normalement, aurait dû être celui des parents pour empêcher ce jeune de continuer sa dérive terroriste. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, maître Alexandra Aurilizine. Effectivement, Vincent Roy, ce qu'on voit maintenant, la complexité, c'est de se dire, puisqu'on se rend compte de ce problème alors qu'il n'a que 12 ans, eh bien l'idée évidemment, c'est que l'État puisse mettre en place les choses suffisantes pour que ce jeune homme change d'idéologie, soit pris en place et qu'il y ait la pédagogie peut-être qui a manqué jusque-là pour qu'il s'éloigne un petit peu de cette idéologie. Non mais écoutez, moi je suis très surpris j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Sandra Buisson. Le mot parent n'a jamais été prononcé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet enfant, d'abord, qui a un certain nombre de difficultés, comme ça a été dit, il a des retards de langage. Ces retards de langage ont-ils été signalés déjà, enfin, retard de langage, retard par conséquent de croissance, ont-ils été signalés par l'école? Les parents sont-ils intervenus dans ce cadre-là parce que on n'en sait rien? C'est parce que sans doute, on peut imaginer que, de surcroît, comme il a ses retards, etc., il est d'autant plus perméable à un certain nombre de saloperies qui courent sur Internet. On a l'impression que ce gamin, moi j'ai écouté tout ce qui vient d'être dit, on a l'impression que ce gamin, il est tout seul. Il a 12 ans, il est seul. Sandra Buisson, après le journal. Il était extrêmement renfermé. C'est un garçon qui n'a jamais fait parler de lui. Et ses parents
ont été vraiment très surpris de découvrir sa radicalisation. Ils n'avaient pas vu qu'il consultait ça. On a appris aussi qu'il avait un usage un peu exclusif de son matériel informatique. Sa mère a dit, bah oui, mais quand je m'approchais, que je lui demandais de me montrer, il me montrait un truc tout à fait pédagogique qui avait rien à voir. Donc en fait, oui, il y avait le côté un peu malin quand même de cacher ce qu'il consultait, visiblement. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu qu'il avait basculé. Et en même temps, il était très taiseux, il parlait peu, il était dans son coin. Au collège, visiblement, c'était la même chose. Et puis, il y a ce vécu, ce qu'a dit le psychiatre, il était très seul et il l'a très mal vécu. Donc, effectivement, il est parti tout seul dans un univers numérique de propagande djihadiste. Non, mais c'est très étonnant parce que on dit que cet enfant souffre de solitude. Et je vous avoue, c'est pas pour vous ennuyer, mais je ne comprends pas. Cet enfant avait des parents, il souffre de solitude. Alors, soit solitude peut-être par rapport au fait de ne pas s'intégrer dans un groupe d'amis ou ce genre de choses. Ou dans son établissement scolaire. Peut-être, mais les parents ou l'école avaient-ils compris cette souffrance, etc. J'ai vraiment l'impression d'un gamin seul, mais dans tous les sens du terme, au sens le plus large qui soit. C'est-à-dire que il souffre d'une solitude sans doute cruelle. Le tout ajouté à des problèmes de retard de croissance, des problèmes de langage, donc des difficultés de communication. Enfin, ça fait beaucoup pour un môme de 12 ans, quoi, qui n'a pas été par conséquent détecté. Écoutez, il y a quand même l'école. L'école, on détecte quand même des gens. On détecte des gens en difficulté. On détecte des tas de choses. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas été observé d'assez près. Voilà. Je veux bien que les réseaux sociaux soient une lèpre. Et là-dessus, il y a aucun problème. Mais enfin, tout de même, là, on est dans un cas très particulier. Détecter, on dit l'éducation nationale détecte, ok, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on a les moyens, effectivement, d'arriver dans une famille c'est compliqué. En fait, ces gamins-là, c'est des cibles parfaites. Quand vous avez une défaillance, alors j'accuse pas les parents, l'État n'est pas dans l'intimité de toutes les familles, par définition. Je ne juge encore une fois pas du tout la famille, moi non plus, parce que je me défie toutes les catégories sociales de savoir ce que vos enfants regardent sur leur téléphone portable dans leur chambre. C'est impossible de le savoir, sauf si vous faites de l'intrusion. Quand ils sont dans le bus ou quand ils sont sans vous. Et bien sûr, vous savez pas ce qui se passe. Vous avez l'impression de tout maîtriser, mais c'est faux. Mais le problème, en fait, ce qui retient ces gamins, là on peut les sauver, c'est quand la famille joue son rôle protectrice. C'est-à-dire dès lors que vous avez de l'amour, dès lors que vous avez de l'entourage, que vous parlez avec vos enfants. C'est de ça dont je parle. Dans ces cas-là, il ne manque pas de ça. Et ils se mettent à l'abri des djihadistes et autre chose. Dès lors qu'il y a des failles par rapport à des failles éducatives de famille, etc., ils trouvent une autre famille. Parce qu'on leur donne un cadre, on leur donne un but, on les valorise, etc. Et ils ont besoin de ça. Et donc, du coup, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut faire attention. Mais encore une fois, on dit souvent que le premier policier de proximité, c'est les parents. C'est aux parents, effectivement, de gérer et de regarder un peu ce que font leurs parents. Régis Le Sommier, ensuite Sandra Buisson, et on va rejoindre un vice-procureur qui nous attend. Non, je dirais que malheureusement, les cas, oui, il y a des enfants qui ont des problèmes et qui vont combler ces problèmes en essayant de s'inventer un univers ou de trouver une forme de vie héroïque par substitution. De combler un vide. C'est arrivé plein de fois. Il y a une partie aussi de ce qu'on appelle ceux qui commettent des meurtres de masse aux États-Unis dans leurs écoles. Certains ont des problèmes psychologiques, puis à côté, vous avez des djihadistes ou des gens qui ont versé dans cette propagande qui n'ont aucun problème. Oui, bien sûr. L'explication n'est pas aussi simple. C'est pas des déclassés, ce ne sont pas nécessairement. Et cette propagande, elle existe. Souvenez-vous, les assassins du père Hamel, par exemple, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean. C'était deux individus qui, certains avaient des problèmes, mais si vous voulez, c'était pas des cas sociaux, des gens qui vivaient reclus, et ils ont utilisé d'ailleurs les messageries Telegram à l'époque pour se connecter, pour préparer leur acte, qui d'ailleurs avec des repérages, etc., etc. Donc il y avait une volonté consciente d'assassiner ce prêtre, de faire un acte de djihad, et qui émanait d'individus qui n'étaient pas psychologiquement déphasés. Donc attention aussi de tout excuser en disant bah oui il était solitaire. Non mais là il n'est pas question d'excuser cet enfant de 12 ans. L'idée c'est d'expliquer comment il en est arrivé là. Enfin non mais ce qu'explique le monde de la justice, c'est qu'effectivement maintenant il faut le sortir de là et comment effectivement il a pu se laisser enfermer dans ça. Il faut préciser qu'il n'a jamais eu de volonté d'un quelconque passage à l'acte. Il n'a pas cherché de moyens pour passer à l'acte. Non, heureusement, c'est une question qui s'est posée dans l'enquête. Mais heureusement qu'il n'a pas eu cette idée. Voilà. Et surtout, il faut expliquer que c'est la. Il faut expliquer que c'est la DGSI. Il faut expliquer que c'est la DGSI qui a détecté
cette utilisation anormale d'Internet, le flux de consultations, et qui a vu qu'il y avait un problème à cette adresse-là et qui a ensuite été voir ce qu'il en était, puisqu'au début, les parents ont dû aussi rendre compte pour expliquer si c'était pas eux qui consultaient effectivement en masse. Je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Aurélien Martini. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes vice-procureur et secrétaire général adjoint de l'USM. Effectivement, quand on entend cette affaire, on a du mal à comprendre comment un enfant si jeune de 12 ans a pu quand même en arriver là. Il y a effectivement, on entend après toute cette mécanique de la solitude, de ce vide à combler et du contenu des réseaux sociaux qui tombe peut-être par hasard un jour là-dessus et qui donc en fait finalement un petit peu son quotidien. Oui, c'est sûr que c'est ce que doit démontrer, doit mettre au jour l'enquête, mais pour rebondir tout de suite sur ce qui a été dit sur votre plateau, et notamment par Jean-Christophe Couvi, ce qui est absolument déterminant dans ce genre d'affaires, c'est le rôle des parents. C'est-à-dire que la justice est saisie, il y a une déclaration de culpabilité, et puis il y aura une sanction éducative qui viendra un peu plus tard. Mais ce qu'il est important de rétablir, de reconstruire, c'est le lien avec les parents pour éviter que cette situation ne s'aggrave. Et au fond, c'est ça que la justice s'attache à faire. S'agissant de cas d'enfants très jeunes comme celui-là, le but, c'est d'aller vers une resocialisation, parce qu'apparemment, avec les réseaux sociaux, avec des fréquentations peut-être mauvaises, on était sorti d'un cadre social habituel. Et le but, ça va être de remettre sur les rails d'un cadre social normal. Et donc, dans ces cas-là, le but aussi de l'enquête et du travail de la justice, c'est de savoir si l'enfant, finalement, reste mieux, on imagine, dans son foyer, ou si, au contraire, on imagine que son foyer peut être défaillant, comme on dit maintenant, et qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, l'éloigner. Il faut trouver, en fait, l'équilibre pour savoir ce qui est le mieux pour l'enfant et pour, justement, la suite pour lui. Oui, c'est la question qui se pose tout de suite, avec des mesures provisoires qui peuvent être l'éloignement du foyer familial. Ce sont des questions qui vont se poser ensuite à plus long terme, de savoir si la structure familiale est un support, peut-être un atout dans la voie de la resocialisation de ce jeune garçon, ou au contraire, peut être quelque chose de néfaste, et à ce moment-là, il faudra l'éloigner. Bien souvent, la vérité est un peu entre les deux, c'est-à-dire il ne faut pas rompre le lien avec les parents, et il faut arriver à le construire, parfois à distance, lorsque c'est nécessaire, parce que l'entourage peut être, comme vous l'avez dit, défaillant. Et on parle évidemment de mesures éducatives. Quand il s'agit d'une personne si jeune, quel est l'éventail des mesures? Est-ce que justement vous avez moyen, en fonction de la gravité des actes, de l'âge, du caractère, de la personnalité de l'adolescent ou de l'enfant, un moyen de pouvoir graduer un petit peu votre réponse? Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'en dessous de 13 ans, il n'y a pas de peine qui puisse être prononcée. Ça, c'est la loi qui le dit. Et en deçà de 13 ans, nous avons des mesures éducatives avec des modules qui sont prévus par la loi, 4 types de modules, insertion, réparation, santé et placement. La vraie question qu'il faut se poser, ça a déjà été évoqué, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ces termes? Est-ce qu'on a les moyens vraiment de travailler? Alors là, pour ce jeune homme, je pense que vu la situation, on va mettre effectivement les moyens pour travailler et pour essayer d'arriver à des résultats. La question qui se pose, c'est devant la masse des mineurs qui sont confrontés à des situations difficiles, est-ce qu'on a les moyens en matière de justice, en matière de protection judiciaire de la jeunesse, en matière d'aide sociale à la défense, de bien travailler? C'est une vraie question qui est posée et la question est devant nous. Parce que, vous l'avez dit aussi, la nouveauté quand même maintenant, c'est pas une nouveauté très nouvelle, très neuve, c'est un peu ancien, mais c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, c'est assez souterrain, on ne voit pas toujours, et on découvre parfois tard. Et donc, pour ça, il faut des structures qui puissent être capables de travailler massivement, de prendre en charge beaucoup d'enfants et de faire du travail de qualité. Et ça demande effectivement des moyens. Merci beaucoup Aurélien Martini, vice-procureur et secrétaire général adjoint de l'USM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 et sur CNews. Jacques Morel, effectivement, on voit que là, ça va être le rôle, comme disait tout à l'heure l'avocate pénaliste, de l'État de prendre en charge aussi cet enfant, parce que on le dit malheureusement aussi, quand il y a parfois défaillance des parents ou quand on estime que le parent n'est pas en mesure ou que ça n'est pas bon pour l'enfant de rester avec ses parents, eh bien finalement c'est l'État qui pallie la défaillance en fait des parents. Tout à fait, mais néanmoins, je pense que l'enfant peut pas être tout seul devant la justice, les parents doivent y être aussi, parce que si vous voulez, il y a des défaillances, même si ces gens-là sont de bonne foi, il y a des défaillances, ils auraient dû signaler que cet enfant avait des difficultés. Il faudrait regarder combien d'heures par jour on le laissait consulter son ordinateur, son matériel informatique. Bon, après, dans l'analyse, il faudra voir aussi s'il y a d'autres enfants. Hein, s'il y a d'autres enfants, et ils sont pas sur la même voie que celui-ci.
Et pour lui qui a 12 ans, il est en âge d'être scolarisé, peut-être avec un peu de retard. Il existe des collèges militaires, hein. C'est pas des établissements d'exception, hein. Il y a dans ces collèges des enfants, la majorité sont des enfants tout à fait normaux. Est-ce qu'il faudrait pas mettre cet enfant en immersion dans une structure un peu plus encadrée que les établissements traditionnels, où là, il y a un internat, il y a des éducateurs, et il y a d'autres activités à faire que de se foutre la tête dans l'ordinateur et aller consulter. Vous me direz pas que consulter plus de 1000 vidéos, il a fait ça sur un téléphone, il a un matériel informatique. Il l'a pas fait en 5 minutes, a priori, les 1700 vidéos. Et je pense qu'il faut vraiment l'en sortir, qu'il y ait une cassure. Un collège militaire me paraîtrait une bonne formule.